Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parole d'experts. On traite toute l'actu internationale, nationale, qu'elle soit économique, qu'elle soit technologique, qu'elle soit business. Donc n'hésitez pas à continuer à nous suivre comme d'habitude. Vous pourrez retrouver le podcast audio de l'émission dès demain sur toutes les bonnes plateformes. Donc n'hésitez pas à vous abonner à nos podcasts pour écouter dans la voiture ou avec vos écouteurs, où que vous soyez. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Alors, pas celui que vous cachez sous votre matelas, dans votre coffre-fort si vous en avez, si vous n'avez pas profité de l'amnistie fiscale, ou dans vos comptes bancaires. On va parler des crypto-monnaies, de la blockchain, de cet univers un peu mystérieux où même un JPEG de singe qui mange une banane peut atteindre des montants absolument colossaux. Bitcoin, Ethereum, NFT, smart contracts, tout ça, est-ce que ça vous parle? Eh bien aujourd'hui, avec mes invités, on vous donne surtout envie de redémarrer votre cerveau comme un vieux PC en panne. Alors pas de panique, hein, on est là pour vous accompagner et comprendre comment fonctionnent les bitcoins, pourquoi Donald Trump et sa femme veulent lancer aussi une monnaie, mais on va vous expliquer, c'est pas tout à fait pareil. Et la blockchain, on revient dessus. Bitcoin, crypto-monnaie, blockchain, c'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ilham El Bouloumi qui est avec moi. Comment ça va, Ilham? Très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Tu viens de Tanger? Actuellement, oui. Je voulais te remercier vraiment d'avoir fait la route pour être venu. Tu es une professionnelle qui est spécialisée dans les technologies blockchain. Vous avez fait la même école, hein, on va en parler, avec Bad qui est en face de toi. Bad, comment ça va? Bad Bellage. Merci bien, c'est Faisal. Alors, ravi de te revoir. Alors, on s'était vu en 2018, ça date déjà. Exactement. Pour parler de Bitcoin, pour parler de blockchain, et tu avais prédit quelque chose, et on va voir où est-ce que, 7 ans après, où est-ce qu'on en est. Tu es expert justement reconnu dans les domaines de la blockchain, les monnaies numériques de la banque centrale et les technologies décentralisées, et tu as écrit un bouquin? Ouais, en 2017. Blockchain by example. Yeah, exactement. Voilà, alors voilà, je suis ravi de vous avoir parce que ça va nous permettre de faire un point, de démystifier beaucoup de choses, même si ça fait un moment qu'on en parle, et d'essayer de comprendre, comment ça fonctionne. Est-ce que c'est un sujet de geek d'initié? On comprend bien de moins en moins si vous avez un peu de littérature dessus. Et surtout, quel impact ça peut avoir sur les systèmes financiers à travers le monde. Alors, on s'était vu en 2018, et ce n'était pas pour rien, parce que depuis 2017, tu te rappelles à l'époque, Office d'échange et Banque Almario avait interdit à l'époque l'usage des crypto-monnaies. On invoquait les risques liés, et à juste titre, hein, liés au blanchiment d'argent. On ne sait pas d'où vient cet argent, comment le financement du terrorisme, et puis l'absence de protection finalement des gens qui l'utilisaient. Mais l'interdiction, quand on est dans la matrice, c'est compliqué parce que ça n'empêche pas une forte utilisation des crypto-monnaies au Maroc. On a des chiffres, et là c'est selon le site français HelloSafe, je lis le chiffre, 2024, 6 millions de Marocains détiendraient des crypto-monnaies. 6 millions de Marocains, et en 2019 ils étaient un peu plus de 3 millions. Et donc ça progresse. Et l'année dernière, Banque Almario avait annoncé un projet de loi justement pour encadrer les crypto-monnaies. Voilà, je vous ai fait un peu tout le contexte. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Après, on rentrera dans le technique parce que c'est en essayant de vulgariser, parce que c'est toujours intéressant. Comment on explique que dans un pays comme le nôtre, où on a une orthodoxie budgétaire, on a des régulateurs qui font un travail extrêmement poussé sur la gestion du budget, un super gouverneur de la Banque centrale qui fait un travail... non mais c'est vrai, c'est Joël. Voilà, c'est Joël qui fait un travail absolument incroyable. On peut ne pas être d'accord, mais après quand on voit le résultat au vu de la structure de notre économie, ok, ça peut être un autre sujet. Comment on peut expliquer qu'on a quand même près de 6 millions de Marocains qui détiendraient, encore une fois c'est au conditionnel, c'est un site qui le dit, des crypto-monnaies? C'est un vrai phénomène.
Oui, tout à fait. Juste, c'est pas que ce chiffre-là qu'on a. On a d'autres études. Une qu'on a même fait sur le terrain sur 6 000 Marocains a démontré que à peu près 7 millions de Marocains détiennent des cryptos. Donc on est en dessous de l'évaluation. Oui, c'est tout à fait logique. On a même un chiffre de Chainalysis qui dit que sur 2 années, les Marocains ont échangé l'équivalent de 12,7 milliards de dollars en crypto. C'est-à-dire les Marocains ont adhéré massivement à la cryptocurrency en général. Pour le comprendre, c'est très simple. On a une jeunesse, on a une population jeune, on a une jeunesse marocaine qui est sous-bancarisée généralement, qui est très technophile, rapidement, il adhère rapidement à la technologie avec l'infrastructure marocaine. Donc rapidement, ils ont adhéré à cette révolution technologique. Et puis on est bons les Marocains là-dedans. Oui, bien sûr. Non mais c'est vrai, il faut le dire aussi. Oui, tout à fait. Voilà, on s'adapte vite, on adopte vite. C'est un peuple intelligent, donc rapidement ils vont adhérer. On a cette jeunesse qui est majoritairement dans la précarité quand même. Donc c'est des gens aussi qui ont des problèmes pour payer à l'international, recevoir à l'international. Donc cette jeunesse en masse, elle essaie d'improver ou même d'améliorer la situation financière et de résoudre les problèmes dont ils souffrent. Donc ils ont vu en Bitcoin, en cryptocurrency généralement, un actif dans lequel ils peuvent investir et il est accessible. C'est la différence. Pour investir dans la bourse, c'est presque difficile pour eux. Pour la crypto, c'est quelque chose de très facile pour l'utiliser. Tu peux investir directement. L'autre revers de la médaille, pour eux, le Bitcoin, c'est une devise internationale. Donc ils peuvent offrir des services à l'international et être payés. Donc il n'y a pas de limite, etc., de contraintes. Ce que tu es en train de dire, c'est que comme à l'époque où on avait... À l'époque, je dis bien, si on revient aux années 80, avec une réglementation de l'Office d'échange qui était juste impossible de respecter, il y a quand même une époque où on avait droit en dotation que 100 dirhams par an. Il faut vous rappeler de cette époque-là. Heureusement, je n'ai pas vécu cette... Bon, moi, j'étais tout gamin, mais voilà, mes parents réellement me racontaient ça. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte que pour arriver de 100 dirhams à aujourd'hui, 100 000 dirhams, etc. Mais on a quand même, à juste titre, une réglementation de l'Office d'échange qui est extrêmement contraignante pour faire sortir de l'argent à l'étranger, faire rentrer de l'argent à l'étranger, etc. Et ce n'est pas que pour des raisons fiscales, on a besoin d'autorisation. Et là, donc on arrive finalement à une période où il y a des jeunes qui n'ont pas le choix, et même d'un point de vue tout à fait transparent, pour faire du business, ils trouvent ce volet. Parce que moi, je ne comprends pas ces contraintes-là pour une jeunesse qui veut améliorer sa situation financière. C'est des gens qui font de l'e-commerce, des services à l'international, qui s'exportent à l'international. Donc pour eux, Bitcoin, c'est un moyen le plus facile, même pour les transactions internationales. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de passer par ces chaînes ou cette logique, ou plutôt ce process de KYC, AML, etc. Donc pour eux, c'est à la fois un asset dans lequel ils peuvent investir facilement et améliorer leur situation économique, mais aussi c'est un moyen de paiement pour eux qui va débloquer tous les problèmes dont ils souffrent. Effectivement, pour compléter ce que vient de dire Badir, en termes de statistiques, je pense que d'après l'étude qui a été menée, c'est 27% de la jeunesse marocaine qui investit dans les crypto-monnaies, c'est surtout pour de la spéculation. C'est un pourcentage énorme. Combien en pourcentage ? 27%. 27% juste pour de la spéculation. Juste pour de la spéculation. Donc c'est l'appât du gain. Le marché de la crypto, c'est volatile. On est un capitalisme ultra-libéral. 37%. Plutôt 73% ne le font pas pour la spéculation. Oui, c'est ça, il faut voir le truc inverse, oui. Mais il y a une bonne partie qui rentre dans le domaine d'un point de vue investissement. Voilà, pour profiter de la volatilité des cryptos, en comparaison avec les pourcentages de gains et de rendement qu'on peut avoir dans un investissement classique, la crypto fait des pourcentages x10, x20, x100 qui attirent la jeunesse, ça d'une part, et d'autre part, effectivement, c'est une solution pour s'exporter à l'international. Il y a des profils marocains qui travaillent en tant que freelance, en tant que développeurs logiciels, en tant que e-commerçants, et ils sont en collaboration avec des entreprises à l'international. Donc, la crypto est un moyen efficace et rapide pour se faire rémunérer beaucoup plus rapidement. Ça, c'est pour, on va dire, le côté clair, peut-être vertueux,
Parce Non, que, et là, je peux tout à fait comprendre, parce qu'en tant que chef d'entreprise, des fois, même pour payer une prestation à l'étranger, qui doit être payée très rapidement, et des fois, avec la carte de crédit, ça passe pas sur certains sites, c'est juste une horreur. Je vis la galère. Voilà. C'est une horreur. Je le dis sincèrement, c'est une horreur. Les procédures actuelles sont lentes. Je les ai pas vécues personnellement. Et quels que soient les montants, même pour des petits montants, 2000 €, 2500 €, et on peut rater du business juste avec ce genre de choses. Avec la crypto, c'est instantané. Avec les procédures traditionnelles, c'est des semaines, voire des mois de retard. Non, et des semaines et des nœuds dans la tête. Et des nœuds dans la tête. C'est plus les problèmes qui en découlent. Le calcul est rapidement fait, quoi. Maintenant, le côté, on va dire, qui est plus dark, plus sombre. Et c'est là, et après, on va revenir aux fondamentaux pour expliquer comment fonctionnent les crypto-monnaies. On est quand même sur, et c'est là où on peur tous les États, c'est de financement du terrorisme, blanchiment, et tout ce qui en plus passe dans le dark web, parce qu'il y a la crypto-monnaie, il y a celle qu'on connaît maintenant, on va dire celles de comptoir, grand public, et puis il y a d'autres qu'on ne connaît pas. Je réponds ou tu réponds? Vas-y, il aime. Après, en fait, il y avait une analyse de la part de Chain Analysis. C'est qui Chain Analysis? C'est une entreprise qui fait l'analyse des datas qui circulent sur la blockchain. Et ils ont fait une estimation des transactions qui sont liées au terrorisme, au blanchiment d'argent, etc. Et c'était un pourcentage très, très minime. Je ne me rappelle pas du pourcentage exact, mais c'était de l'ordre de 1%. Ils n'ont pas fait un sondage auprès de ceux qui financent le terrorisme pour leur demander est-ce que vous financez le terrorisme? C'est une estimation. Je complète. Ça d'une part. D'autre part, ces actions malfaisantes, elles existent depuis la nuit des temps. Ils n'ont pas attendu la blockchain pour exister. Oui. De trois, la blockchain telle qu'elle est, c'est un registre public. Tout le monde peut suivre une transaction. Tout le monde peut avoir accès au contenu de cette transaction. Donc, quand on veut faire une action malfaisante, est-ce qu'on va utiliser un registre public ou on va utiliser des moyens plus confidentiels, plus privés? Je pense que la décision est vite faite. Je pense que cette image-là vient du début du Bitcoin. Le début du Bitcoin vient du fait que le white paper a été partagé dans un forum et le départ, c'était dans le dark web. Oui. C'est le départ qui était dans le dark web et c'est ça ce qui a collé en quelque sorte l'image. Tout à l'heure, je vois Bad qui... J'observe les regards de Bad depuis tout à l'heure. Alors, pour répondre à je te laisse compléter. J'adhère parce que normalement, le Bitcoin, généralement, ou les cryptocurrencies, c'est les systèmes les plus traçables qui existent dans la nature. C'est-à-dire on a une traçabilité ultime. Tu peux savoir jusqu'au niveau d'un seul Bitcoin, tu peux savoir tout son historique depuis sa création. Parce qu'il le porte en lui, c'est ça la blockchain. Quoi. Sauf que tu ne connais pas le détenteur, l'identité du détenteur. Mais tu as accès au transactionnel. Mais bien sûr, est-ce qu'il est utilisé dans le dark web chez des business? Oui, tout à fait. Donc, tous les moyens de paiement sont utilisés. Mais où est la différence? C'est généralement dans les cryptocurrencies. Actuellement, on n'est plus dans les premières années où on avait l'accès directement au Bitcoin, on l'achète directement. Au moment actuel, le supply ou la création du Bitcoin, c'est des Bitcoins qui sont achetés par des entreprises. L'accès au Bitcoin, il passe par des plateformes. On a presque partout dans le monde des gates pour le KYC. C'est-à-dire, tu ne vas pas trouver la couche KYC actuellement. On a rajouté de l'intermédiation dans un système qui, à la base, veut annihiler toute intermédiation. Tout à fait. Et même actuellement, c'est-à-dire les gens qui vont acheter du Bitcoin, ils essaient de faire de la due diligence pour que le Bitcoin qu'ils ont reçu n'a pas été, par exemple, impliqué dans une opération de piratage, chez des business ou autre. Donc l'idée, qu'est-ce que je veux dire? C'est que le monde, le dark web ou autre, il utilise le Bitcoin parce que c'est simple, c'est une monnaie globale et c'est une monnaie qui peut être, c'est-à-dire accessible à n'importe qui. Je peux vous hacker et vous demander une rançon en Bitcoin, vous allez rapidement me l'envoyer parce que moi, je n'ai pas affaire à créer un compte bancaire, etc., etc. Mais ce qui existe actuellement, c'est qu'il y a des moyens qui font qu'on peut anonymiser les bitcoins qu'on reçoit et sortir avec les bitcoins et bypasser cette KYC qui existe. Donc actuellement, le problème existe, oui, mais l'échelle n'est pas une grande échelle parce que déjà, actuellement, avec les investissements institutionnels ou autres, la quantité de bitcoin qui est détenue
par les institutionnels et les individus, c'est une quantité quand même conséquente. C'est une quantité qui a été tracée depuis sa création jusqu'à son état actuel. Avec la couche KYC, quand même, on a apaisé ou mitigé ce risque. Et actuellement, on est au même niveau que, par exemple, le dollar ou l'euro, etc. Parce que, par exemple, actuellement, le levier le plus utilisé par tout ce qui est dark ou chez les business en général, c'est le cash. Oui. Tu arrives avec un matelas et tu vas me donner le cash, que ce soit au Maroc, que ce soit même à l'échelle internationale. Mais le Bitcoin, parce que c'est un moyen accessible numérique. Mais dans cette accessibilité, cette traçabilité, il y a un risque pour ces gens-là qu'ils peuvent être poursuivis par les autorités. Et on a vu pas mal de gens qui ont été catchés parce qu'ils ont utilisé le Bitcoin. Alors, donc, justement, c'est pas le meilleur moyen pour prendre des rançons, finalement. C'est l'un des meilleurs, c'est pas le meilleur. Le cash est toujours le meilleur, pour être clair. Revenons aux États-Unis. Donald Trump a quand même annoncé une réserve stratégique de Bitcoin, donc Strategic Bitcoin Reserve, constituée de Bitcoins qui ont été saisis lors de procédures administratives sur des gens. Voilà. Ça confirme. Oui, non mais voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, non mais c'est pour ça que je rebondis là-dessus, pour aller dans ton sens, c'est que finalement, c'est pas si anonyme que ça. Oui. Donc c'est-à-dire que s'ils ont saisi 200 000 Bitcoins, après je ne sais pas ce que ça représente en valeur, mais ça veut dire qu'ils les ont saisis nécessairement. De quelle manière? Alors là, on va essayer de rentrer un peu dans la matrice pour comprendre. Parce que là, on va revenir finalement à ces 6 millions, 7 millions d'utilisateurs marocains, dont certains vont peut-être nous regarder et se dire, mais si demain il y a une loi, qu'est-ce qu'on risque si on a des bitcoins et si on a des transactions en bitcoin aujourd'hui? C'est pas si anonyme que ça donc. Bon, je peux expliquer la chose. Ouais. Qu'est-ce qu'il risque? Il risque juste les poursuites judiciaires. C'est juste, oui. Mais techniquement, il ne risque rien. Oui, Bitcoin, c'est un système pseudo-anonyme, c'est-à-dire l'anonymat... Non, mais ça veut dire on peut te saisir tes Bitcoins. Je t'explique les saisies qui ont été faites. Les saisies, c'est pas parce qu'on connaît voilà, le wallet ou l'adresse et directement on a compris qui est la personne derrière. C'est plutôt une activité comme pour toutes les activités illicites. On veut un travail au fond, c'est des gens undercover qui entrent en communication avec ces personnes-là, essaient quand même de les démasquer. C'est pas à travers le Bitcoin qu'ils ont été démasqués, c'est-à-dire à travers d'activités parallèles. Et une fois on te détient, on te dit voilà, donne-nous les clés de ta wallet et directement c'est généralement des compromis. Par exemple, le créateur de Silk Road qui a été libéré récemment. Donc, quand ils ont détenu le premier jour, ils ont demandé qu'ils leur donnent l'accès, par exemple, aux fonds qu'ils détenaient. Donc, ce n'est pas à travers le Bitcoin qu'ils l'ont démasqué, mais c'est plus à travers un travail d'Intel, ou collection d'Intel qui classique terrain, quoi. Terrain. Ouais, faut choper la personne qui est derrière. Photoshop, tu payes. C'est comme le cas pour les Marocains. Oui. Donc, j'ai quelqu'un qui est de Bitcoin, l'État n'a aucun moyen pour le connaître, tout simplement. Et c'est pas, je vais dire, une publicité pour l'utiliser d'une façon qui est bien sûr illicite, mais c'est une réalité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait annoncé une loi pour encadrer ça. Parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, pour pas que ça aille dans tous les sens. Lorsqu'on entend ça, on entend parler de euro numérique, de dirham numérique, et donc c'est lié à la blockchain, etc. Mais est-ce qu'on ne va pas vers une dérive totalement avec une traçabilité, mais à outrance, parce que sur le papier, ça peut être très charmant, un euro numérique, un dirham numérique, mais ça veut dire qu'on est absolument, on perd toute saisie sur la monnaie, tout contrôle. C'est-à-dire qu'un euro numérique, il peut avoir une date de validité. On peut le désactiver à la seconde près. On peut lier à un ensemble de données. Imaginons que vous ayez un crédit 3 traites qui ne soit pas payé, 7 euros numériques, directement ça soit passé. J'en sais rien, mais on peut tout imaginer. On voit bien ce qui se passe en Chine aussi d'un point de vue, de ce point de vue-là. Est-ce qu'on va vers ça? C'est quand même, moi, c'est effrayant quand même. C'est un sujet très controversé, effectivement.
Il y a des arguments pour et des arguments contre. Les arguments qu'on annonce pour la version numérique des fiat, ou l'euro, le dollar ou le dirham. Oui, pas les voitures. C'est que voilà, ça permet d'avoir des transactions instantanées, rapides. Ça permet d'avoir accès à la population qui n'est pas bancarisée, accès à ces nouveaux moyens de paiement, etc. Donc ça permet en quelque sorte l'inclusion financière dans le système bancaire plus ou moins classique. Donc voilà, il y a plusieurs arguments qui sont présentés dans le pour. Et dans le contre, effectivement, c'est un moyen accru de flicage, de traçabilité, de contrôle. En fait, c'est même plus, parce que je donne mon avis, parce que là, on n'est pas seulement dans le contrôle. À la rigueur, moi, la traçabilité, comme aujourd'hui, la banque, je veux dire, on est tous bancarisés, on ne vend pas de la drogue, on n'est pas à se balader avec des valises de cash. Bon, voilà, écoute, si vous avez un contrôle, on vient vous voir, on voit vos comptes bancaires. Mais avec une monnaie numérique, on a encore une fois, cette notion de désactiver votre... On peut vous désactiver. Oui, on peut désactiver votre compte bancaire. Oui, mais bon... Mais si on fait le parallèle avec les banques classiques, effectivement. Donc, on est dans le même, plus ou moins dans le même schéma parce que le gouvernement peut avoir accès aux comptes bancaires en respectant un certain nombre de normes et réglementations. Ça ne vient pas comme ça. Donc, ça peut s'appliquer aussi à l'euro numérique. Après le succès, ou le dirham numérique, après le succès d'une telle forme de monnaie dépendra de l'adoption de la population. Est-ce que la population sera réceptive à ce genre de monnaie? Vous avez vu combien on a récupéré de cash l'année dernière ou pas? C'était énorme. C'était énorme. Alors, il n'y a pas que le Maroc. Il faut savoir aussi que l'Allemagne fait partie des championnes du monde du cash. Ça ne veut pas dire que ce sont tous des fraudeurs fiscaux, pas du tout, mais ils sont très attachés au cash et il y a beaucoup de résistance à... culture. Voilà, c'est une culture des États-Unis. Mon point de vue concernant cette forme de monnaie numérique, pour moi, je le vois comme une sorte de diversification des moyens de paiement. Il y en a des profils qui vont y trouver des avantages. Notamment, on a parlé des profils qui travaillent à l'international. Oui. C'est une sorte de facilitation de paiement, d'avoir aussi une monnaie locale, d'être payé en e-dirham et de pouvoir échanger à l'international avec le e-dirham. C'est une crypto. Donc, il y a des avantages pour ces profils-là. Pour les profils qui sont plutôt pro-cash, je pense qu'il y aura de la résistance à adopter ce genre de moyens de paiement. Je ne sais pas, Badr, ce que tu en penses. Donc, quand même, à la question de la CBDC ou de l'euro numérique, on doit ajouter quand même des éléments de contexte pour comprendre le pourquoi de la chose. Si c'était juste pour quand même appliquer des restrictions à la population, ils peuvent le faire autrement. Rien de... Je dis, c'est-à-dire c'est possible, mais ce n'est pas le même niveau. Oui, mais je dois quand même ajouter des éléments de contexte, c'est qu'en Europe, on a un grand problème. C'est que les paiements intra-pays, ils se font vis-à-vis des acteurs ou via des acteurs américains. Donc il y a une dépendance de l'Europe vis-à-vis de l'Amérique. Pas que là-dessus. C'est-à-dire un pays européen, il veut faire un paiement avec un autre. Donc au lieu de le faire via un profil ou directement entre ces pays peuvent le faire directement entre leurs banques, ils doivent faire appel à un acteur américain. Donc c'est une dépendance. C'est pas que Swift, mais plus les Visa, les paiements, je parle des paiements. Donc l'idée c'est que vous avez une dépendance vis-à-vis d'un acteur américain. Donc ils veulent créer un euro numérique pour bypasser déjà ce problème et réduire bien sûr le coût de ce schéma. Et le deuxième, c'est le problème des stablecoins américains. Actuellement, stablecoin. Exactement. C'est une monnaie numérique à valeur stable égale au sous-jacent. C'est-à-dire, on a un dollar numérique, il est égal à 1 il est adossé à un dollar réel qui est déposé quelque part. Et Trump, si vous entendez ses sorties, il dit on va renforcer la dominance du dollar à l'échelle internationale via les stablecoins. Il a même annoncé il y a 2 jours, qu'il va créer son propre stablecoin. Un dollar numérique à valeur qui est égale au dollar classique. Nuance, c'est un dollar numérique privé, pas public, qui n'appartient pas au gouvernement. Les stablecoins, généralement, c'est créé par des entités. Et pourquoi je dis ça? Parce que la dominance de ces stablecoins dénominés en dollars,
il représente une menace pour l'Europe. Pourquoi? Parce que les gens utilisent ces stablecoins basés sur le dollar au sein de l'Union européenne. Et donc, c'est une concurrence directe à l'euro. Et pour riposter, ils ont deux choix. Soit créer des stablecoins en euros, et ils ont essayé de le faire, mais ça n'a pas cartonné. Oui. Et la deuxième chose, c'est d'essayer de concurrencer ces stablecoins à travers un euro numérique qui représente les mêmes avantages technologiques. C'est rapide, facile, accessible, etc., etc. Et pour vous donner une information, c'est un process qui a pris 5 ans pour décider, parce qu'en octobre, ils vont décider définitivement est-ce qu'ils vont partir ou non sur un euro numérique. Et actuellement, je crois qu'à 80%, ils vont y aller. Mais actuellement, il y a, ou même dans les schémas, dans les montages qu'ils présentent, ils présentent que c'est un système parallèle. Vous aurez un compte courant en euros numérique, c'est-à-dire un montant qui est capé. Ce n'est pas un remplaçant, mais c'est un montant capé en euros numérique auquel vous avez accès. C'est juste pour avoir la rapidité, la facilité, et concurrencer ces stablecoins, et utiliser ce euro numérique pour acheter de la crypto, faire des transactions. Donc ça, c'est un contexte pour l'Europe. Quand j'écoute tout ça, parce que si vous avez de la fumée qui sort des oreilles, ne vous inquiétez pas, on va juste... Est-ce que finalement, et là, comme je suis un optimiste convaincu, et qu'on a parlé de notre devise qui n'est pas convertible, et puis encore une fois pour beaucoup de raisons, il ne faut pas non plus blapper, ça nous permet d'avoir une économie qui résiste aux chocs internationaux. Comment est-ce que ça pourra demain ne plus poser cette sacro-sainte notion de réserve de change, réserve de problèmes de convertibilité? Est-ce que demain, on peut aller, alors quand je dis demain, ça peut être dans 5 ans, 10 ans, avec l'adoption d'un dirham numérique face à un euro numérique, face à un dollar numérique, est-ce que le système finalement mondial de monnaie ne va pas être remis en question? Est-ce que c'est une chance pour le Maroc ou ça peut être un grand danger à la place? Parce que c'est la cohabitation finalement de deux systèmes classiques. Lorsque tu me parles d'un stablecoin qui est basé finalement sur un dollar numérique qui est stable, finalement on a juste une version digitale très utilisée pour l'information au Maroc. By the way. Pour répondre rapidement à ta question, pour moi, ce sera... Est-ce qu'on va tendre à un remplacement? Peut-être à long terme, mais pour moi, je le vois comme une diversification des moyens de paiement. Si je prends à titre d'exemple les cartes bancaires, c'est apparu il y a une vingtaine d'années, mais ça n'a jamais remplacé le cash. Le cash est toujours courant. Ça n'a jamais remplacé l'or. L'or est toujours un moyen d'épargne. Pour moi, ce sera un moyen de diversification de paiement, entre autres. Après, ça va aussi dépendre de la politique du pays, de la réglementation qu'il va mettre en place et de la direction dans laquelle il va pousser la population. Est-ce qu'on va mettre en place de la réglementation pour inciter les gens à adopter plus la monnaie numérique aux dépens du cash, aux dépens des cartes bancaires classiques, etc. On va voir. Donc, juste pour compléter, normalement, les monnaies de banque centrale, il y a deux types. Il y a la wholesale CBDC, c'est-à-dire la monnaie de banque centrale qui est juste utilisée par les entités financières, pas pour les gens comme moi et vous. Et la retail CBDC, c'est-à-dire la CBDC de détail. Le dirham numérique, c'est le deuxième type, c'est-à-dire il a annoncé ses joueurs. Ça sera c'est-à-dire une CBDC, une monnaie de banque centrale de détail qui sera utilisée par tout le monde, et aussi l'euro numérique. Donc juste pour donner une information, si on parle du système financier international, l'AMF, l'année dernière, à Rabat, ils ont annoncé qu'il y aura une plateforme actuellement en développement qui s'appelle XC Platform pour permettre les opérations entre les banques centrales et l'échelle mondiale. Et là, on n'a pas le choix. Le Maroc il comprend qu'on doit à un moment donné rejoindre la vague. Et là, est-ce que c'est planifié par ces entités-là pour éviter qu'une refonte du système financier international ou non? On doit leur demander. Mais l'idée, c'est que même ces entités actuellement internationales travaillent sur le fait de pousser les banques centrales à adopter les monnaies de banque centrale et à créer des plateformes d'échange ou d'interchange entre parce que déjà actuellement il y a beaucoup de problèmes avec le système classique actuel
Il y a par exemple le risque de contrepartie entre banques centrales. Si vous rentrez sur un tel système avec des CBDC sur une plateforme blockchain, vous pouvez, parce que la blockchain, sa force, c'est de garantir de la confiance. Ouais. Tu ne peux pas jouer avec. C'est un tiers de confiance numérique et ça évite, encore une fois, on le répète. C'est le système qui assure la confiance. Voilà, c'est le système de base, voilà, c'est la matrice. Voilà, on rentre dans la matrice. Et ça nous guide à l'idée ou l'annonce de je suis désolé, c'est comme si vous aviez accès finalement à l'ADN évolutif de chaque entité qui passe dans la matrice, quoi. C'est tout. Elle porte son sceau à chaque moment et elle porte son activité. Pas changer cet ADN. Voilà, c'est ça qui est génial. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver dès demain le podcast audio sur toutes les plateformes de Parole d'Experts et on se retrouve très vite sur H24. Bye bye.